bonne fin de journée à Sao Paulo, où je reviendrai un jour avec grand plaisir. Ça a fait, comme l'a dit Eliane, quelques années qu'on a ce vrai bonheur professionnel de pouvoir développer une collaboration. Et c'est un plaisir de voir cette collaboration perdurer dans le temps et se renforcer progressivement. Et donc, c'est évident que l'USPI occupe une petite place dans mon cœur de professeur à côté de, de mon affiliation principale à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça me fait très grand plaisir de participer à cette série de conférences pour le 10e anniversaire du laboratoire. Je ne sais pas qui a préparé le gâteau et les bougies, mais j'aurais aimé souffler les bougies avec vous et chanter. Je voudrais surtout féliciter les collègues qui ont créé cet espace important pour les étudiants de l'USPI, mais un espace important aussi qui permet d'allier à la fois des travaux de recherche, de formation, et donc c'est une dimension à laquelle, dans mon université, on est très sensible, cette dimension d'interrelation entre la recherche, la formation et la pratique. Et je pense que le laboratoire de littératie académique qui a été créé chez vous il y a 10 ans est un bel exemple de cet espace d'interrelation possible entre la recherche, la formation et la pratique. Je vais commencer en vous dévoilant un petit élément de ma vie personnelle qui va vous donner un indice sur l'âge avancé que j'ai tout doucement. Figurez-vous qu'il y a maintenant 40 ans que j'ai mis pour la première fois les pieds à l'université en tant qu'étudiant. Et je dois vous dire que en 40 ans, je pense que l'université a bien changé. Quand je suis entré il y a 40 ans comme étudiant à l'université, en plus dans une université européenne, en Belgique en particulier, l'université fonctionnait encore essentiellement sur un modèle qu'on pourrait presque appeler de sélection naturelle. Les étudiants devaient se débrouiller pour mener à bien leurs études, pour réussir leur formation. Et il n'existait quasi aucun service au sein de l'université pour soutenir le parcours de formation des étudiants. Il n'existait non plus à l'époque aucune formation, sensibilisation des professeurs universitaires au rôle qu'ils pouvaient avoir à jouer pour soutenir l'apprentissage des étudiants. Ce modèle-là, même s'il existe encore en partie dans nos institutions universitaires, il n'empêche qu'il y a des éléments qui ont changé. Il y a une plus grande préoccupation dans les universités de réfléchir à la manière dont on peut accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur parcours de formation. C'est amusant parce que je vous ai dit que j'avais mis les premiers pas à l'université il y a 40 ans comme étudiant. Puis ce matin, j'ai fait aussi une petite recherche. Je me suis rendu compte qu'il y a aussi exactement 40 ans qu'a été créée l'Association internationale de pédagogie universitaire, AIPU, Association internationale de pédagogie universitaire, qui était à ses premiers pas quand j'étais étudiant, mais qui depuis lors s'est bien développé aussi, et qui est un signe qu'on a commencé à se poser ces questions-là, à dire il y a aussi des questions d'enseignement, d'apprentissage sur lesquelles il faut réfléchir quand on s'intéresse aussi au parcours des étudiants universitaires. Et si on réfléchit à la manière dont on va accompagner le parcours des étudiants, eh bien, inévitablement, de mon point de vue en tout cas, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette conférence, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on va accompagner le développement des compétences en littératie. On ne peut pas dire on va seulement travailler sur la motivation,
on va seulement travailler sur les méthodes d'enseignement général des professeurs universitaires, etc. Il faut aussi qu'on s'intéresse à la manière dont on accompagne les étudiants dans les nouveaux apprentissages qu'ils ont à faire dans le contexte de leurs études supérieures, des nouveaux apprentissages qui passent essentiellement par la lecture et l'écriture. On va y revenir. Donc, de là la proposition de titre de ma conférence, la littératie au cœur de la réussite des études universitaires. Donc, je vais maintenant vous partager la présentation que j'ai préparée. Tout va bien pour l'instant? Vous m'entendez bien? Le rythme est bon aussi? Oui, parfait. Excellent. Merci pour les indices. Alors, voilà. Donc, partager. Voilà, vous voyez bien le diaporama avec un petit clin d'œil en lien avec le titre de la conférence, la littératie au cœur de la réussite des études universitaires. Ça devient magique maintenant quand on crée des diaporamas. La machine elle-même nous propose des images. J'étais très surpris que parce que j'avais mis le mot cœur, la machine me propose cette image tout à fait appropriée d'un cœur au cœur d'un livre composé avec ces pages. Donc, c'était tout à fait approprié pour avoir ça comme page de titre de cette présentation. Donc, je vous disais que il me semble important de réfléchir à la place que la littératie occupe au cœur de la réussite des études universitaires. Et pour vous partager ma réflexion à ce sujet-là, est-ce que ça ne défile pas? Oh, pom, pom. Alors, attendez, je vais arrêter et on va le relancer. On va s'assurer que ça marche. Hop, voilà. Oui, là, ça marche. Donc, on va le remettre comme ça. Hop. Oui. Voilà. Alors, un petit moment, si vous voulez bien, il faut que je sorte et que je règle ça. J'allais vous présenter, donc, pour commencer, le plan qui va être composé de 4 parties. Olivier, est-ce que Ah, d'accord. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, hein? Non, mais prends ton temps. Je crois que j'ai dû le remettre ici en route. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc, ici, voilà. Hop. Et partager. Hop. Ouais. Voilà. Voilà. Et je vais le mettre en mode présentation. OK, ça marche? Oui, voilà. Donc, un plan en 4 parties. Tout d'abord, une réflexion un peu plus large sur la place de la langue parmi l'ensemble des facteurs clés de la réussite des études universitaires. Ensuite, quelques éléments de cadrage sur ce que moi j'entends sur la manière dont je perçois ce que c'est que la littératie académique. Ensuite, une petite réflexion et un état des lieux sur la place qu'occupe la littératie dans les universités. Et je vais traiter en particulier d'un cas sur lequel on réalise pour l'instant une étude. C'est aussi le cas particulier des programmes de formation à l'enseignement. Quelle est la place actuellement ici au Québec de la littératie dans les programmes de formation à l'enseignement? Pourquoi? Parce que, évidemment, dans les programmes de formation à l'enseignement, la question de la langue résonne encore de manière différente des autres programmes, mais j'y reviendrai. Et je terminerai par quelques défis à relever que j'ai pu identifier à la suite de mes expériences, des travaux de collaboration et de recherche qu'on a pu faire aussi sur ces questions-là depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, je commence par les facteurs clés de la réussite des études universitaires pour alimenter ma réflexion sur cet élément-là. J'ai recherché des documents récents dans les universités québécoises qui traitent de cette question de quels sont les facteurs qui font une différence si on s'intéresse à la question de
de la réussite des études universitaires. Et j'ai trouvé deux documents que je voudrais vous présenter rapidement, deux documents très récents. Un premier document qui est un document élaboré par le ministère de l'Enseignement supérieur ici au Québec, donc le ministère qui chapeaute l'ensemble des universités de ce qu'on appelle ici au Québec les collèges, qui sont des institutions postsecondaires aussi. Le ministère a soutenu la mise en place d'un chantier qui a travaillé pendant quelques années pour préparer un plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur. Ce plan d'action a été diffusé l'année dernière par le ministère et ce plan d'action va de pair aussi avec des financements. Donc, le ministère a dégagé de l'argent et donc les universités peuvent solliciter des financements de projets au ministère en fonction des axes qui ont été déterminés dans ce plan d'action. Et voilà comment, dans ce plan d'action, on situe ce qui est considéré par les personnes qui ont travaillé à ce plan d'action comme étant les compétences essentielles à la poursuite des études par les étudiants des collèges et des universités, des compétences essentielles pour la réussite des études, mais aussi, et on va y revenir, pour l'insertion professionnelle. Alors, c'est intéressant de souligner déjà que de plus en plus souvent, dans la réflexion sur la formation à l'université, on introduit aussi, à tort ou à raison, parce que c'est quelque chose qui est l'objet de débat, la préoccupation, pas seulement de la formation, mais aussi de l'insertion professionnelle, en disant on veut former des étudiants à l'université, mais on les forme pour agir dans la société, pour occuper des professions. Donc, on introduit la dimension professionnalisante dans la réflexion sur les programmes de formation à l'université. On va revenir sur cet élément-là. Et donc, on nous dit dans ce document, les compétences essentielles pour réussir ses études supérieures et aussi l'insertion dans son emploi après, elles sont 5, là, on le voit, hein, la compétence numérique, les compétences informationnelles, les compétences langagières, les compétences méthodologiques, organiser son travail, gérer son temps, les priorités, les stratégies d'études efficaces, les compétences qu'on appelle transversales, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, faire preuve d'éthique dans les travaux, collaborer, etc. Alors, on voit que parmi ces 5 compétences jugées comme compétences essentielles, j'ai surligné les 2 qui se rapportent au champ qui va nous intéresser, hein, la question de la littératie, à savoir d'une part les compétences informationnelles, parce qu'on parle parfois aussi justement de littératie informationnelle. Il y a toutes sortes d'adjectifs qu'on vient souvent accoler au terme littératie, mais pour certains d'ailleurs, à l'intérieur de je dirais, de l'étiquette large littératie, on va inclure la question des compétences informationnelles en disant que ça fait partie des compétences de lecture, de traitement de l'information écrite. Avant même de pouvoir la traiter, il faut pouvoir trouver la bonne information, etc. Donc, on sait combien c'est un aspect qui est sollicité dans le cadre des études supérieures. Et puis, on indique là les compétences langagières, mais j'attire déjà votre attention sur la manière dont elles sont présentées, et je vais commenter ça un peu plus tard, s'exprimer à l'oral et à l'écrit dans le respect des règles de la grammaire et de la syntaxe. Ça a attiré mon attention, le fait que c'était formulé comme ça. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, on voit dans ce premier document tout à fait actuel, on nous dit oui, il y a des compétences jugées essentielles, et on l'explique dans le dernier paragraphe, non seulement pour réussir ses études et en quelque sorte apprendre son métier d'étudiant ou d'étudiante. Hein. Ça fait souvent référence aux travaux d'un sociologue français, Coulon, qui avait travaillé sur cette notion de métier d'étudiant en disant que... Pardon? Je continue? Tu continues, c'était une interférence. D'accord, pas de problème.
Donc, je disais que c'est Coulon qui a travaillé un peu sur cette notion du métier d'étudiant en disant l'étudiant, quand il arrive à l'université, il doit encore apprendre son métier d'étudiant. Et parmi ça, évidemment, on va considérer que parmi les apprentissages à faire, il y a certainement des apprentissages à faire en lien avec les compétences de littératie. Et on dit que c'est essentiel pour réussir ses études, et surtout la première année d'études, mais aussi pour l'ensemble de la formation. Premier document donc, et puis un deuxième document sur lequel j'ai mis la main, qui lui concerne un rapport récent aussi qui a été fait par des collègues du réseau de l'Université du Québec, donc qui rassemble plusieurs universités ici au Québec, universités publiques. Là aussi, un chantier qui avait été mis en place, grande initiative sur la réussite des étudiants, et ils ont élaboré un rapport final intitulé « Les leviers de la réussite au cycle supérieur dans le réseau de l'Université du Québec ». Ce rapport concerne, cette fois-ci, les étudiants inscrits à des programmes de maîtrise et de doctorat, dans ce qu'on va appeler le deuxième et le troisième cycle. Le document que je vous ai présenté tout à l'heure concerne essentiellement les études de premier cycle universitaire, et éventuellement aussi les études préuniversitaires. Ici, on est dans l'étape suivante. C'est un rapport qui concerne les étudiants de ce qu'on va appeler ici les cycles supérieurs en recherche, donc la maîtrise et le doctorat. Et on nous dit que parmi ces leviers de la réussite au cycle supérieur, eh bien, on identifie 4 catégories de facteurs d'ordre individuel et personnel. Et vous allez voir qu'il y a des échos à ce qu'on a présenté tout à l'heure. La compétence numérique qu'on retrouvait dans le document précédent, les compétences organisationnelles qu'on retrouvait dans le document précédent, la compétence émotionnelle, c'est quelque chose ici un peu de nouveau, et cette fois-ci, on les met ensemble, les compétences informationnelles et la littératie. Alors, 2 éléments intéressants. Premièrement, alors qu'elles étaient séparées dans le document précédent, on avait compétences informationnelles et puis on avait compétences langagières. Elles étaient distinctes. Ici, on propose de les associer. Et deuxièmement, on a un changement d'étiquette, puisque dans le document précédent, on parlait de compétences langagières et qu'ici, on voit apparaître clairement le terme littératie. Comment ces compétences informationnelles et la compétence en littératie sont présentées dans ce document? Voilà l'extrait qui concerne la présentation de ces compétences-là. Je ne vais pas m'attarder sur la compétence informationnelle, hein, mais la capacité de rechercher l'information, de l'utiliser, la traiter, etc. Mais pour ce qui concerne la littératie, voilà comment elle est présentée. Les compétences en littératie s'avèrent aussi essentielles au cycle supérieur, de permettre à la fois une meilleure appropriation des connaissances sur un sujet. Donc ça, c'est le volet réception, lecture, hein, un degré d'analyse, de synthèse, de réflexion, un traitement de l'information. Ce qui s'avère en effet déterminant à la maîtrise doctorale, la personne étudiante. Alors, cette fois-ci, on passe à la fois en lecture, mais aussi en écriture, que la personne apprenne ce qu'est le style scientifique. Et là aussi, je voudrais attirer votre attention sur le choix des termes. Hein. On parle ici du style scientifique et un peu plus loin, donc, que la personne développe comment écrire de façon scientifique versus académique, soit de façon itérative, non linéaire et nuancée. On pourra revenir là-dessus. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le style scientifique. En tout cas, à nouveau, c'est une question un peu de posture, de vision. Hein. Je ne sais pas non plus ce que c'est qu'écrire de façon scientifique. Académique, d'ailleurs, c'est quoi la différence là entre scientifique et académique? On pourrait s'interroger. Mais on reviendra sur ces étiquettes. Et on nous dit en plus que dans le cadre des études supérieures en recherche, maîtrise et doctorat, il y a surtout le style d'écriture argumentatif qui est nécessaire en recherche scientifique, et on dit que ça s'acquiert par la pratique. Hein? Alors, ce sont des éléments qui sont présentés comme cela dans ce rapport, mais pour lesquels vous devinez déjà que j'ai personnellement un certain nombre d'interrogations
et un regard quelque peu critique et différent par rapport à la manière dont ces éléments-là sont présentés. Toutefois, ce qui me paraît important de souligner, c'est que dans ces deux documents, on a quand même la reconnaissance de l'importance des compétences en langue, des compétences en littératie comme étant le facteur clé de la réussite des études universitaires. Et évidemment, c'est la reconnaissance d'un état de fait qui perdure depuis des siècles, qui n'a pas toujours existé dans la longue histoire de l'humanité. On sait que chez les anciens, chez les Grecs, tout se passait essentiellement par l'oralité et pas par l'écriture. Alors que dans nos sociétés, et depuis que l'université s'est structurée comme université, eh bien c'est l'écrit qui domine. Goody l'a montré, on est dans des sociétés scripto-centrées et on reste encore dans des modèles où l'appropriation, la construction, la diffusion du savoir se fait essentiellement par l'écrit. Écrit comme comprenant à la fois la lecture et l'écriture. Et vous pouvez en témoigner en dehors de la situation dans laquelle nous sommes là actuellement, où vous êtes occupé de m'écouter. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme latin « lire » à l'origine, ça signifiait recueillir par l'oreille et non pas par les yeux. Je ferme cette petite parenthèse. Mais donc, vous pouvez témoigner combien dans votre travail d'étudiant, de chercheur, c'est un travail qui suppose d'investir beaucoup dans des activités de lecture et d'écriture. La majeure partie de notre travail se fait à travers la lecture et l'écriture et donc suppose un certain nombre de compétences relatives au domaine de la littératie. Alors, ça me paraît positif qu'on signale combien la langue a évidemment est un aspect incontournable quand on veut réfléchir à la réussite des études supérieures, des études universitaires. Toutefois, et c'est là où je reviens sur les formulations qui sont utilisées dans ces documents, moi je perçois dans ces formulations que j'estime être une vision encore limitée des compétences langagières et de la littératie. Je suis un peu surpris que dans le premier document, ce plan d'action du ministère, qui est un document tout à fait actuel, on présente la compétence langagière, et j'ai surligné là à nouveau en rouge en disant c'est s'exprimer à l'oral et l'écrit dans le respect des règles de la grammaire et de la syntaxe. Donc cette attention portée quasi exclusivement sur la dimension normative me pose problème. On sait que quelqu'un peut écrire un texte sans aucune erreur de grammaire et de syntaxe, mais que son texte peut n'avoir aucun sens et peut ne pas correspondre à la consigne qui a été donnée, etc. Vous connaissez bien ça vous-même en tant qu'enseignant. Et l'idée de dire être compétent, utiliser sa langue de manière compétente, c'est savoir s'exprimer dans le respect des règles. Eh bien, c'est bien une vision très, très limitée de cette compétence. Vous en êtes conscient aussi. C'est évidemment une des dimensions de la compétence, le respect des normes, des règles de grammaire, de syntaxe et autres. Mais c'est loin d'être le seul élément constitutif de la compétence langagière. D'autre part, dans le deuxième document, lorsque j'ai déjà commenté un tout petit peu cet aspect-là, lorsqu'on parle de style scientifique ou écrire de façon scientifique, c'est à nouveau, cette fois-ci, je dirais, arriver à une forme de généralisation, comme s'il y avait une seule manière d'écrire la science. Comment écrire de façon scientifique? Vous savez qu'il n'y a pas qu'une seule manière et que ce que la plupart des recherches ont mis de l'avant maintenant, et dans votre équipe à Sao Paulo, vous êtes parmi les équipes qui travaillent le plus sur ces aspects-là, vous ne parlez pas de style, vous avez une entrée par les genres de textes. Et vous avez eu une conférence, je crois, dans le cadre de ce cycle ici sur les genres oraux, je crois que c'est ce que tu m'as dit, la Eliane, etc. Donc, il me semble beaucoup plus intéressant
et mieux prendre en compte la réalité des discours universitaires, d'avoir une entrée par les genres qu'une entrée comme elle est présentée là, de manière générale, par le style scientifique hein, et la manière d'écrire scientifique. Donc, voilà, je trouve que ça valait la peine de commencer par placer ces éléments-là pour vous montrer aussi qu'il y a encore du travail à faire pour faire entendre, je dirais, hein, les entrées qui sont les nôtres. Quand on voit que dans ces documents très récents faits par des universitaires au Québec, eh bien, ce sont ces éléments-là qui sont mis de l'avant. Je dois vous dire qu'à la fois, ça me donne de l'énergie pour encore travailler sur cette question-là, mais ça me désole un peu aussi de voir que tout ce qu'on a essayé de mettre en place depuis des années n'est pas encore entendu par tout le monde. Et donc, je vais revenir là-dessus, parmi d'ailleurs les défis que nous rencontrons lorsqu'on veut essayer de faire réfléchir au sein même de nos institutions sur la question de l'importance de la littératie au cœur de la réussite universitaire. Mais quand on parle de littératie, de quoi est-ce qu'on parle hein alors, vous êtes dans une institution où a été créé il y a 10 ans un laboratoire de littératie académique. La création du laboratoire elle-même correspond à ce que j'ai évoqué d'emblée en ouverture de la conférence, à savoir que c'est bien un signe que dans les universités, il y a quand même eu une préoccupation de voir comment accompagner les étudiants. Le fait qu'on accepte de créer ce type de service à l'intérieur de l'université, qu'on lui donne des moyens pour se développer, etc., c'est un signe quand même que l'université a une sensibilité à cette question de comment soutenir les étudiants. Mais lorsqu'on dit on va créer un laboratoire de littératie académique, qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette-là Eh bien, vous l'aurez compris aussi, et puis nous partageons avec Eliane et ses équipes évidemment la même vision à ce niveau-là. Pour nous, et je fais référence aux commentaires que je viens de faire à propos de la formulation dans ces documents officiels récents du Québec, hein, bien pour nous, la maîtrise de la langue d'enseignement, c'est sûr que c'est un facteur essentiel de la réussite des études universitaires, mais cette maîtrise, et je mets maîtrise entre guillemets, parce que dans notre vision, on n'arrive jamais vraiment à maîtriser la langue. Hein. On développe de façon continue un certain nombre d'apprentissages, mais alors que très souvent, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont attachées à cette idée de on peut un jour maîtriser la langue. Moi, je crois que la langue nous échappe toujours. Hein. On ne la maîtrise pas, c'est elle qui nous travaille autant qu'on travaille sur elle. Mais toujours est-il que, évidemment, maîtriser une langue, ce n'est pas seulement maîtriser un code, ce n'est pas seulement développer des habiletés techniques, ce n'est pas seulement maîtriser le code linguistique. Le code linguistique, ce qui était évoqué tout à l'heure, respect des règles de grammaire, de syntaxe. À côté de ça, si on veut développer des compétences en littératie, on s'intéresse aussi aux opérations complexes que sont la lecture et l'écriture, qui demandent un certain nombre de stratégies cognitives, de stratégies mentales, etc. Mais qu'en plus de l'attention portée au code et aux stratégies et aux opérations cognitives qui nous permettent de mieux savoir ce que c'est que lire et d'écrire, eh bien, si on s'intéresse à la littératie académique, on va ajouter des dimensions essentielles, à savoir l'idée qu'il faut aussi permettre aux étudiants de s'approprier les divers usages de l'écrit et de l'oral dans la sphère universitaire, ainsi donc que les genres spécifiques associés aux études universitaires. Donc, on part du principe qu'il y a encore de nouveaux apprentissages à faire, qu'on est dans un contexte différent, dans un contexte d'interaction, d'usage de la langue différent dans le contexte de l'université, et qu'il y a de nouveaux apprentissages à faire pour s'approprier donc ces nouvelles formes et surtout, par rapport aux commentaires que j'ai fait tout à l'heure, non pas une entrée par un style, ce n'est pas un style qu'il faut apprendre, mais il y a une diversité de genres spécifiques associés aux études universitaires, à la fois des genres écrits et des genres oraux, qui doivent être l'objet de nouveaux apprentissages.
Donc, quand on s'intéresse à la question de savoir écrire à l'université, et là je reprends un extrait d'une collègue française, Marianne Pavot, hein, Marianne Pavot écrit « Savoir écrire à l'université, ça veut dire produire des écrits qui correspondent au format qui ont cours dans l'institution. » Et vous voyez que là, elle redéplie, elle ne parle pas seulement de style, hein, mais des formats qui ont cours sur le genre, les styles et la correction formelle. Donc on voit ici, par rapport aux visions plus limitées que j'ai pointées dans les documents québécois, ici une vision un peu plus large, hein, on comprend à la fois les genres, les styles et la norme. Et donc c'est ce qu'elle appelle d'ailleurs un ensemble de compétences qui définit ce qu'elle appelle la littératie universitaire française. Autre élément qu'elle pointe et sur lequel je reviendrai aussi en particulier dans la dernière partie, hein, cette littératie est en constante évolution, hein, parce qu'elle est ancrée dans l'histoire. Donc, on ne peut pas dire, voilà aujourd'hui ce qu'il faut savoir faire, les apprentissages qu'il faut situer, voilà les genres académiques. Il y a des genres académiques canoniques, on y reviendra, dont on sait qu'ils existent depuis un certain temps à l'université et qu'ils continuent à être très présents dans les travaux universitaires, mais il y a aussi des choses qui évoluent et on va en reparler tout à l'heure. Et puis, évidemment, il ne s'agit pas seulement de faire un travail d'ordre linguistique, d'ordre cognitif, mais il y a aussi un travail à faire pour prendre en compte que ces écrits qui circulent dans l'université, ils s'inscrivent dans des pratiques sociales. Et ces pratiques sociales, elles sont doublement marquées, hein. Donc, elles sont à la fois propres à chaque institution. Il y a des éléments qui vont être propres au contexte linguistique, il y a des éléments qui vont être propres au contexte politique, géographique, etc. Il y a une vision de ce que c'est que savoir écrire à l'université qui va être différente si je suis dans une université au Japon, en Angleterre, en France, au Brésil ou au Québec, mais et à l'intérieur même des institutions, sans doute qu'il va y avoir des pratiques d'un autre ordre si je suis à l'université São Francisco ou à l'université de Sao Paulo, mais en même temps, il va y avoir aussi des éléments communs, transversaux. C'est ce qui est pointé dans la deuxième citation qui a été reprise. Hein. La littératie universitaire constitue une pratique sociale dans le contexte d'une collectivité universitaire donnée, mais en même temps, elle transcende cette dernière pour englober la communauté universitaire dans son ensemble. Donc, on a à la fois quelque chose de situé, de contextualisé, mais on aura certainement aussi des éléments transversaux. Et c'est parfois, et c'est un élément sur lequel on a travaillé avec vos équipes et l'équipe d'Eliane, là, c'est une réalité aussi qui apparaît lorsqu'on s'intéresse aux défis que rencontrent les étudiants en mobilité académique. Lorsque je pars faire une partie de mes études dans un autre pays, dans une autre université, il y a certainement certains éléments de cette pratique sociale des écrits universitaires que j'ai déjà acquis dans mon université que je peux transférer, mais il y aura aussi des particularités associées au nouveau contexte dans lequel je vais étudier, particularités qui peuvent aussi être liées à la langue. On a déjà vu certains genres, par exemple, qui existent dans la tradition universitaire au Brésil, n'existent pas dans la tradition universitaire francophone, par exemple. Inversement, il y a d'autres genres qu'on retrouve dans l'ensemble des traditions linguistiques, etc. Si on prend en compte le fait qu'il y a des nouveaux apprentissages à faire, nous pensons que ces nouveaux apprentissages, évidemment, ils ne se font pas tout seuls. Et donc, tout à l'heure, dans le texte du rapport aussi de l'Université du Québec, j'avais souligné quelque chose qui m'interroge quand on dit le style scientifique, la manière d'écrire, le style argumentatif scientifique, ça s'acquiert par la pratique. Oui, bien sûr qu'on apprend l'usage de la lecture, de l'écriture par la pratique, mais il faut aussi un apprentissage à un moment donné formalisé, structuré, modélisé.
Donc, il faut, et c'est ce que j'ai souligné dans notre extrait, qu'il faut accompagner, hein, les étudiants ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche d'appropriation des écrits. Et donc, c'est là où nous avons une réflexion en disant que font les universités pour accompagner ces étudiants. Et ce qui a été mis en place chez vous à travers le laboratoire de littératie académique est une forme de réponse parmi d'autres à ce besoin d'accompagnement. Et je vais traiter ça un peu après. Comment les universités mettent en place différents types de dispositifs pour répondre à ce besoin d'accompagner les étudiants et comment elles le font aussi dans un contexte qui bouge, en particulier à l'ère numérique. Hein, on nous dit là, tiens, ce besoin d'accompagnement s'inscrit dans un environnement numérique favorable non seulement à l'émergence de nouveaux genres universitaires, je vais y revenir en finale, hein, mais aussi à des stratégies d'accompagnement que permet maintenant le numérique. Et Dieu sait combien les 2 dernières années que nous avons traversées dans le contexte de la pandémie nous a encore amené à considérer davantage la manière dont on peut accompagner les étudiants dans le contexte aussi de l'apprentissage à distance, etc., avec les nouvelles modalités associées à tout ce que nous avons traversé. Par ailleurs, dans cette citation, le dernier paragraphe, vous verrez aussi, et puis c'est un élément que vous connaissez, mais c'est toujours important quand même aussi de le resituer, sur cette question de la littératie et de la littératie académique, et je peux en témoigner, les universités francophones ont du retard par rapport aux universités anglophones. Et Eliane pourrait en témoigner elle-même, puisque je pense que quand elle a eu l'idée avec sa collègue de proposer la création du laboratoire de littératie académique, d'une part, ce n'est pas non plus innocent que ça a été fait avec une collègue qui travaille dans le champ de l'enseignement de l'anglais, et d'autre part, Eliane, tu avais aussi déjà vécu l'expérience dans des universités anglophones au Canada, de dispositifs du même ordre. Hein. Donc, il y a une tradition ancrée historiquement plus ancienne dans les universités anglophones que dans les universités francophones. Et on peut dire que dans les universités francophones, c'est vraiment au début des années 2000 qu'on a commencé, donc il y a 20 ans maintenant, on a commencé vraiment à travailler sur la question de la littératie académique. Je ne dis pas de bêtises, hein, je crois, Eliane, en resituant aussi l'historique de votre centre. C'est tout à fait ça, Olivier. Je ne vais pas interrompre, mais c'est tout à fait ça. On s'est inspiré des writing centers dans les mondes anglophones, voilà, pour pouvoir proposer le laboratoire. Et voilà, moi, j'ai même participé à l'Université de Guelph au Canada. Anglophone, j'ai participé donc à la création du volet français dans ce qu'ils avaient déjà en anglais pour la littératie académique, le Writing Center en anglais. Et nous, avec une étudiante, on a proposé ça en français. Donc, voilà, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Il y a, selon moi, une dimension un peu nouvelle. Quand j'ai dit on a commencé à travailler sur la littératie académique il y a 20 ans, ces dernières années, il me semble qu'il y a encore quelque chose de nouveau qui apparaît. C'est ce lien qui peut être fait entre littératie académique et littératie professionnelle. Alors, j'ai un tout petit peu déjà évoqué ça tout à l'heure quand j'ai dit, tiens, regardez dans les documents, là, on signalait que les compétences étaient importantes pour la réussite des études, mais aussi pour l'insertion professionnelle. J'ai dit, tiens, ça, c'est une marque qu'on a une tendance qui est souvent l'objet de débat dans les universités, mais une tendance ces dernières années à avoir repensé certaines formations universitaires dans ce qu'on appelle une perspective professionnalisante. Donc, on veut des formations de premier cycle qui prennent en compte la préparation et la formation en fonction d'un certain nombre de compétences professionnelles propres au métier de médecin, au métier d'enseignant. Et donc, on a vu aussi apparaître des référentiels de compétences professionnelles qui sont devenus des éléments de référence pour structurer les programmes universitaires. Et dans certains cas même, pour assurer l'approbation officielle par le ministère
des programmes. Chez nous au Québec, les programmes qu'offre l'université, par exemple en ingénieur, en médecine, ou bien chez nous dans la faculté d'éducation, les programmes de formation à l'enseignement, ils doivent être approuvés par le ministère. Et maintenant, l'approbation par le ministère se fait en référence à une liste, un référentiel de compétences professionnelles. On doit montrer que dans la formation universitaire, on contribue à former en fonction de chacune de ces compétences professionnelles listées dans le référentiel. C'est l'objet de débat, ça, dans les universités, parce qu'auparavant, évidemment, les gens disaient non, mais formés à l'université, nous ne sommes pas des écoles techniques à l'université. Nous sommes les hauts lieux du savoir. On doit donner aux étudiants du savoir, et du savoir, entre guillemets, désintéressé des compétences professionnelles. Vous connaissez bien un peu ces débats-là, mais quand même, en particulier, je dirais, en Amérique du Nord et ici au Québec, il y a eu vraiment des modifications apportées dans les programmes de formation de premier cycle, avec de plus en plus de place de ces dimensions de formation professionnelle, même à l'université. Et donc, par exemple, aussi la démultiplication de stages pratiques, de plus en plus d'heures de stages pratiques qui sont intégrés dans les programmes de formation. Et donc, dans ce contexte-là, il me semble qu'on fait face à une nouvelle réalité. C'est que si pendant longtemps on s'est dit oui, on va travailler, si on travaille sur la littératie académique, on va travailler sur ce que j'ai appelé les genres universitaires canoniques, le résumé, la synthèse, la dissertation, les travaux, etc. Si on est aux études supérieures, l'article scientifique, etc. Et je sais que parmi l'offre de formation du laboratoire de littératie académique chez vous, vous offrez des modules de formation aussi, et dans les cours extracurriculaires, là, vous offrez des activités autour de tous ces genres canoniques-là. Mais en même temps, on voit apparaître le fait qu'il faut aussi préparer à des genres professionnels. Donc, on va se dire, par exemple, une infirmière, dans son métier d'infirmière, elle doit recourir, par exemple, à l'écriture dans toute une série de situations. Elle doit tenir un rapport de ce qu'elle a donné comme soin, de ce que... Alors, c'est un écrit particulier, c'est un genre d'écrit particulier, un genre d'écrit professionnel. Et aujourd'hui, on dit, si les personnes doivent faire ça dans leur métier, on devrait les préparer à ces écrits professionnels aussi dans la formation universitaire. Et pas seulement leur laisser apprendre ça comme ça sur le terrain. C'est la même chose dans les programmes de formation à l'enseignement. Quand on dit, tiens, on met de l'avant aujourd'hui le modèle d'un enseignant réflexif, d'un praticien réflexif, etc. Eh bien, on va dire, dans ce contexte-là, on va encourager les enseignants à tenir un journal de bord pour réfléchir sur leurs pratiques, etc. Eh bien, on va dire, le journal de bord réflexif, c'est un écrit professionnel. Et on va donc intégrer ces écrits professionnels aussi dans la formation universitaire. Donc, se pose la question de dire, comment on travaille aussi, comment on accompagne les étudiants dans l'appropriation de ces genres professionnels. Donc, de mon point de vue, c'est un peu un élément nouveau, ça qui vient un peu encore élargir, je dirais, le champ des littératies académiques. C'est maintenant aussi l'introduction à l'intérieur de la littératie académique d'éléments de littératie professionnelle. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus en l'illustrant. Avant ça, je voudrais aussi encore situer un peu la perspective qui est la mienne. Eliane l'a dit, moi je travaille dans le champ de la didactique du français et des langues, et donc mon entrée sur la question des littératies universitaires, ce n'est pas une entrée linguistique. On peut avoir une entrée linguistique en disant on va faire une analyse fine des caractéristiques linguistiques sous différents plans des discours universitaires.
moi, je fais une entrée d'ordre didactique. Et faire une entrée d'ordre didactique sur les littératies universitaires, c'est quoi? Ben là, je m'inspire de Yves Reter et Isabelle Delcambre. Eux traitaient dans les références que je vais vous donner uniquement de l'écriture à l'université. Moi, je l'élargis à la lecture et l'écriture. Mais dire d'abord que l'entrée d'un point de vue didactique, ben, vous le savez, c'est évidemment considérer d'abord la question de la lecture et l'écriture comme étant associée à des enjeux d'enseignement et des enjeux d'apprentissage. Donc, si on aborde la question sous l'angle didactique, on l'aborde avec ces lunettes-là, les lunettes de l'enseignement et de l'apprentissage, et surtout des personnes qui sont impliquées dans l'enseignement et l'apprentissage, et donc on va prendre en compte le statut, hein, dans ce cas-ci des scripteurs ou des lecteurs, hein, des étudiants, leur statut, leur positionnement social, leur positionnement épistémique, etc. Hein. Donc, première chose, on considère les littératures universitaires en les regardant sous l'angle de c'est quelque chose donc qui peut s'enseigner. On peut enseigner, ça ne s'acquiert pas que par la pratique, pour revenir à ce que j'ai commenté tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui peuvent s'enseigner et donc il y a aussi des choses qui peuvent s'apprendre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, de mieux comprendre qu'est-ce qui peut s'enseigner et qu'est-ce qui peut s'apprendre. Mais ce qui s'enseigne et s'apprend, c'est chaque fois quelque chose qui est situé. Donc, c'est dans un contexte particulier, on est vraiment dans des apprentissages situés. Et donc, à nouveau, on ne peut pas revendiquer le fait de dire on va apprendre le style académique ou la façon d'écrire scientifique, puisque si on considère ces apprentissages comme étant situés, du coup, on va reconnaître qu'il y a une diversité d'écrits, et il y a une diversité de genres, et il y a une diversité de modes d'écriture, parce qu'il y a une diversité de situations d'écriture à l'université. Et quand j'écris ou quand je lis à l'université, les enjeux, les formes ne vont pas être les mêmes si je suis en situation d'appropriation du savoir, si je suis en situation de démonstration que j'ai appris quelque chose, que si je suis en situation d'évaluation, si je suis en situation d'écriture privée, si je prends des notes en écoutant un professeur, c'est en quelque sorte une situation d'écriture privée, il n'y a personne qui va regarder mes notes. C'est une fonction de l'écriture pour moi, alors c'est différent. Et puis aussi, dans le contexte universitaire, et il y a quelque chose de tout à fait caractéristique à ce niveau-là par rapport souvent aux autres ordres de scolarité, hein, c'est qu'à l'université, on va aussi avoir des travaux courts, mais aussi des travaux longs d'écriture. Quand il faut écrire un mémoire de maîtrise, quand il faut écrire un essai, quand il faut écrire une thèse, hein, c'est une des rares situations où on est confronté à écrire un travail très, très, très long. Mais en même temps, on a encore aussi des travaux courts à écrire. Et donc, les formes, les modes d'écriture ne vont pas être les mêmes si j'écris un travail court ou un travail long. Donc, vous comprenez bien, je crois que cette idée de dire on aborde la question de la littérature universitaire aussi dans son point de vue et dans sa caractéristique essentielle qui est d'être situé et donc qui est diversifié. Et enfin, dernier élément important, c'est que, et on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, il y a à la fois des éléments transversaux, mais si situés, et si on est d'un point de vue didactique, et c'est ce qui va distinguer la didactique de la pédagogie. En didactique, on s'intéresse à l'enseignement-apprentissage, mais on s'intéresse à l'enseignement-apprentissage toujours autour de disciplines, d'objets disciplinaires, de savoirs scolaires, universitaires, etc. Donc, on va s'intéresser à lire-écrire, mais lire-écrire dans le cadre d'un cours de français ou lire-écrire dans le cadre d'un cours d'anatomie ou lire-écrire dans le cadre d'un cours de biologie. Et donc, on va aussi prendre en compte les variations dans le mode d'écriture, dans les normes à respecter, dans les stratégies d'écriture qui sont propres aux disciplines universitaires. Alors, voilà donc les trois éléments qui viennent caractériser
ce qu'on pourrait appeler comme étant une approche didactique des littératies universitaires. Et sur le troisième plan, ben, je pense à, comment s'appelle-t-elle son prénom, Yann pourra me le rappeler, c'est pas Rosanna. Il y a une étudiante qui travaille avec notre collègue Adriana, qui a fait une analyse des articles scientifiques dans un domaine très précis, tu pourrais peut-être en dire un tout petit mot là, et qui montre qu'il y a à la fois des éléments communs aux articles scientifiques, mais qu'il y a aussi des éléments propres à la discipline. Elle travaillait, elle, sur les choses solaires, là, je ne sais plus trop, vous la connaissez sans doute. Eliane, tu peux dire un petit mot peut-être Oui, c'est Renate. Voilà, Tony Bachanel. C'est l'énergie photovoltaïque. Bon. Voilà. Et voilà, et c'est ça. Alors, juste pour dire un mot, il y a Highland dans les contextes anglophones qui travaille beaucoup sur l'idée de culture disciplinaire. Bon, voilà. Et c'est un concept qui est important. Et j'en profite pour te rappeler qu'il manque, enfin, on a fait 45 minutes, voilà. Mais bon, tu peux prendre ton temps, voilà. Oui, c'est ça. Là, il y a quoi? Il y a une demi-heure que j'ai commencé à parler, c'est ça à peu près? 40 minutes. Oh, 40 minutes. Donc, je vais avancer plus vite. Vous connaissez, une fois que je m'emballe, je peux tenir 2 heures là. Mais c'est bien, Olivier, c'est vraiment intéressant. Je pense que tout le monde en profite. Voilà. Alors, et Renata, elle a aussi d'ailleurs, parce qu'il y a à la fois les disciplines, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a aussi les traditions culturelles, les éléments liés à la langue. Dans mon souvenir, Renata, elle a comparé les articles en français et les articles en portugais, hein, où elle montrait qu'il y avait aussi là, des spécificités. Bon, voilà. Donc, le point de vue didactique sur les littératures universitaires. Puis, si je prends en compte ce point de vue didactique, à savoir le fait qu'on prend en compte les acteurs, les situations d'écriture, eh bien, ça m'amène à vous présenter un travail que j'ai réalisé avec Eliane, hein, qui a été de fait que nous, quand on s'est dit on veut travailler sur la sphère académique, sur les écrits académiques, qu'est-ce que ça comprend? Quels sont les écrits qu'on va placer là-dedans? Et on a essayé d'imaginer que, en fait, nous, ça nous aidait de distinguer en disant, si on regarde le statut des scripteurs, justement, et les visées et les situations d'écriture, on pourrait distinguer ce qu'on appelle la littératie académique, puisqu'elle concerne à la fois les étudiants, mais aussi les chercheurs, les enseignants. On a proposé de distinguer, d'une part, la sphère universitaire, à l'intérieur de laquelle les étudiants exercent leur métier d'étudiant, apprennent leur futur métier, qu'ils exerceront dans la vie professionnelle. Donc pour ça, ils produisent des textes demandés par les professeurs, évalués par les professeurs. C'est ça la particularité aussi des écrits universitaires au premier cycle. J'écris pour être évalué par un professeur. Par contre, dans la sphère académique, les professeurs-chercheurs exercent leur métier de formateur et ils produisent une série de textes à objectifs multiples. Écrire un manuel de cours pour mes étudiants, ce n'est pas la même chose que d'écrire un article scientifique. Et quand j'écris en tant que professeur universitaire, je ne suis pas évalué par quelqu'un qui est différent de moi. Si c'est un article scientifique, je suis évalué par des pairs. Hein. Donc, on a à chaque fois des statuts, des contextes qui sont différents. Et donc, on a proposé ce schéma-là que vous avez peut-être déjà vu, mais que je vous représente à nouveau, qui a un peu pour idée de faire le portrait de la diversité des écrits qu'on peut considérer lorsqu'on travaille sur la question de la littératie académique, des écrits qui se situent à la fois dans la sphère universitaire, mais aussi dans la sphère académique, et qui ont des visées différentes. Hein. Et vous avez vu que dans le bas à gauche, là, on a intégré les textes à visée de formation professionnelle. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, hein, le fait que maintenant, dans les programmes de premier cycle aussi, on a à la fois des textes à visée de formation, résumé, synthèse, on ajoute aussi maintenant parfois des textes à visée professionnelle, le journal de bord, le rapport de stage, etc. Et puis, on avait choisi dans ce travail un peu qu'on avait fait avec Eliane aussi, de situer entre la sphère universitaire, la sphère des études universitaires, la sphère de la carrière académique, les étudiants de maîtrise et de doctorat qui sont ici, hein, entre les deux, puisqu'ils sont en voie de professionnalisation pour entrer dans la carrière académique, mais en même temps, ils sont encore dans la sphère des études universitaires. Alors, vous verrez dans la référence, là, vous pourrez aller voir ça en détail, mais ça permet d'avoir un peu une idée de ce sur quoi on travaille quand on dit qu'on veut travailler sur la littératie académique. Ça peut concerner l'ensemble de ces textes-là et
chacun de ces textes correspondant souvent à un genre particulier. Dernière petite chose, c'est très très rapide, mais j'ai été à nouveau confronté à ça en préparant la conférence, c'est que quand on parle de littératie académique, on n'utilise pas toujours la même étiquette. Parfois, on parle aussi de littératie universitaire. Et chez vous, c'est bien le laboratoire de littératie académique. Par contre, nous, on est confrontés au Québec à une difficulté, c'est que l'adjectif académique, il est considéré, puis je vous ai mis là une page de Termium, qui est un dictionnaire en ligne, là c'est la référence pour les traducteurs officiels au niveau du Canada, hein, et on considère donc que le terme académique est un anglicisme quand on l'utilise ici comme adjectif, hein, dans ce sens-là, et on propose de le remplacer par universitaire ou scolaire selon le niveau qui est considéré. Donc, on est toujours un peu confronté avec ça. Quand on regarde des travaux écrits en français, vous allez trouver beaucoup plus le terme littératie universitaire que le terme littératie académique. Par contre, si vous allez voir la littérature en anglais, c'est clairement académique. Et je pense que dans l'univers linguistique portugais, c'est certainement aussi le terme académique qui a commencé à être plus installé. Donc, petite parenthèse, ça, pour terminer là-dessus. Alors, je vais aller un peu plus vite sur ces derniers éléments. Une fois qu'on s'entend sur ce que c'est que la littératie académique, ce qui m'a intéressé dans le cadre de la préparation de cette conférence, c'est de me dire, tiens, quelle place est-ce que ça occupe maintenant vraiment dans nos universités? Si nos universités prétendent être plus attentives à la réflexion sur comment soutenir le parcours des étudiants, est-ce qu'ils font de la place pour ça? On a évoqué le fait que chez vous, il y avait eu la création du laboratoire il y a 10 ans. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, il y a 3 manières, il y a 3 modèles principaux d'intégrer le souci de former les étudiants à la littératie académique. Le premier modèle, c'est vraiment, pour ce que j'en ai compris, ce qui a été à l'origine aussi pour vous de la création du laboratoire, c'est ce qu'on va appeler des services extracurriculaires. En dehors même des programmes officiels des étudiants, l'université dit on va créer un service, hein, comme le laboratoire chez vous. Chez nous, il y a une longue tradition, par exemple au Cégep, de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de questionnements sur l'étiquette aussi, je crois qu'elle devrait être changée, hein, mais ce qu'on appelait les centres d'aide en français. Dans tous les collèges ici au Québec, il y a des centres d'aide en français et dans plusieurs universités aussi. La particularité de ces services, c'est qu'on est vraiment sur un modèle de soutien individualisé. Soutien individualisé offert par des personnes expertes, parfois des professeurs, parfois par des pairs, des étudiants. Hein, bon. Et je crois que c'est le modèle qui est mis en place chez vous avec des moniteurs au niveau du laboratoire, etc. Les étudiants peuvent venir frapper à votre porte, peuvent vous demander un soutien, etc. Ça, c'est un premier modèle. Il y a un deuxième modèle, mais qui existe aussi chez vous, c'est d'avoir créé progressivement des activités pédagogiques ou des cours extracurriculaires, optionnels. C'est le cas chez vous des cours d'extension, hein, des cours sur lesquels Jassy, par exemple, a travaillé au travail pour sa thèse, etc. Hein. C'est bien cet autre modèle, c'est dire on n'est plus dans un soutien individualisé, on va être dans des cours de groupe, et des cours de groupe qu'on va offrir de manière optionnelle aux étudiants, en plus de leur programme régulier. Mais il y a un troisième modèle, et je ne suis pas certain que chez vous, à l'USPI, ce troisième modèle soit déjà installé, vous pourrez me corriger là-dessus, c'est vraiment de dire on va franchir un pas de plus et on va imaginer qu'il va y avoir des activités pédagogiques, des cours insérés à l'intérieur même des cursus. Ils vont être des activités obligatoires, c'est-à-dire que si je veux faire le... Oui, Eliane, tu veux préciser là-dessus, est-ce que ça se fait ou pas? Ouais. Non, je pense que je vais garder ça pour la fin. Oui, très bien. Je suis là pour ne pas oublier, d'accord? Pour ne oui, pas t'interrompre. Très bien. Hein, c'est parce que je voyais ta petite main ouverte, donc je me demandais, pardon. Et donc, pour ne pas oublier, mais je peux réagir là-dessus. Tout à fait. Et donc, je vais vous donner des exemples de ce qui a commencé à se mettre en place chez nous à l'université dans plusieurs facultés où ont été intégrés dans le cursus même de formation régulier des cours centrés sur le développement des compétences de littératie. Bon, ça, je passe le CAF. Hein. Voilà. Et ça s'est fait à Sherbrooke dans le cadre de
la mise en place de ce qui a été appelé en 2011, donc il y a maintenant 10 ans, à peu près en même temps que chez vous le laboratoire, hein, le carrefour institutionnel de rédaction et de communication efficace. Là aussi, j'ai beaucoup de questionnements sur le choix des mots. Vous allez dire que je suis trop attentif au choix des mots, mais moi, je n'aime pas beaucoup ce efficace en finale, là, qui traduit une certaine vision aussi de qu'est-ce que c'est que la rédaction et la communication efficace. Il faut savoir que c'est un centre qui a été créé chez nous dans la faculté de lettres, où il y a un département de communication. Donc, c'est ce département qui a aussi été à l'origine de la création de ce service, et donc qui offre la variété de modèles que je vous ai présentés. Ils offrent des cours complets, des ateliers, de l'accompagnement individualisé. Mais je veux surtout aller vers les exemples de cours qui ont été créés. Donc, par exemple, un étudiant inscrit maintenant en communication chez nous, dans le département de communication, il doit suivre obligatoirement ce cours stratégie de communication en sciences humaines et sociales. Et vous allez voir que on parle des compétences en littératie universitaire. Donc, le terme lui-même apparaît dans le descriptif, hein, et on répond aux besoins. Ça se fait avec des exposés, des démonstrations, des exercices formatifs selon les difficultés observées par les étudiants. Et je vous ai mis chaque fois, ce sont les titres officiels avec les sigles de cours tels qu'on les trouve dans la présentation des cours sur la page de l'université. Hein. Ici, des étudiants en art. Eh bien, s'ils font une formation en art, ils doivent suivre un cours stratégie de communication en art actuel. Et dans ce cours de stratégie de communication en art actuel, à nouveau, vous allez voir qu'on a des traces dans les descriptifs que je pense qu'on est encore en période de transition. On a encore une vision un peu axée sur la norme, sur une ancienne vision de ce que c'est que écrire, s'exprimer. Hein. Quand on voit rédiger des textes clairs, bien structurés, hein, bon, maîtriser les principes de rédaction de différents types de textes. Là, vous voyez qu'on ne parle pas encore de genre, on parle encore de type, hein, alors qu'en principe, aujourd'hui, on devrait plutôt parler de genre. Démontrer une maîtrise de la langue française. Donc, vous voyez, donc, il y a un cours, mais le descriptif lui-même, à mon avis, ne me semble pas encore prendre en compte toutes les avancées des réflexions sur la littératie universitaire. Ce qu'on va voir, par contre, justement, dans ce cours suivant, hein, communication scientifique en gestion. Donc, ici, on est dans la faculté d'administration, de gestion. Dans la faculté d'administration, il y a un cours sur la communication scientifique en gestion, hein, les différents textes à caractère scientifique, la démarche de planification de l'écrit. Alors, on voit que ça, c'est la démarche des compétences informationnelles qui sont intégrées, aussi le résumé, l'analyse, le compte-rendu de lecture, l'article scientifique, l'essai. On voit que ces éléments sont intégrés là dans la description officielle du cours. Donc, vous voyez bien qu'on est ici encore dans une démarche un pas de plus, ce que j'ai appelé comme étant un pas de plus, en disant on peut offrir des services individualisés, on peut offrir des cours extracurriculaires en option, mais on peut, à l'intérieur même des programmes, insérer des activités obligatoires centrées sur le développement des compétences en littératie et en langue. J'ai regardé ce qu'il en était aussi spécifiquement des programmes de formation à l'enseignement, mais je crois que je vais passer cette partie-là pour gagner du temps. Je vous en reparlerai éventuellement une autre fois. Mais vous voyez, c'est la même chose. Donc ça, c'est des nouveaux cours qui ont été créés, mais cette fois-ci dans les programmes de formation à l'enseignement. Et comme ça, c'est nous, avec ma collègue Christiane Blazer, qui avons commencé à travailler sur ce descriptif-là, vous allez voir que les descriptifs ont des mots-clés un peu différents. Donc, vous allez voir ici apparaître, ça s'appelle « Entrer dans la littératie universitaire en éducation hein, », développer ses compétences à lire et écrire à l'université en s'appropriant le concept de genre textuel. Donc, vous voyez que l'entrée par le genre ici est mise de l'avant, alors que tout à l'heure, on avait type, etc. On a intégré les compétences informationnelles, puis vous voyez les contenus, et là, on pourra s'en reparler longtemps aussi, mais dans nos travaux, nous, à côté du travail sur les genres, on tient beaucoup à travailler aussi la question du rapport à l'écrit. Donc, on a introduit dans le contenu le fait qu'il ne faut pas travailler seulement sur des habiletés techniques, mais aussi sur cette question du rapport à l'écrit, le genre textuel, les stratégies. Donc, je crois que vous pouvez bien situer, si vous retournez voir les descriptifs que je vous ai présentés, les autres cours et ceci, vous allez voir comment
on a été attentif, nous, au choix des termes qui correspondent aux approches que nous souhaitons valoriser. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche commence à exister dans plusieurs universités au Québec. Ça, c'est un descriptif dans une autre université qui n'est pas l'université de Sherbrooke. Hein, mais vous allez voir que là aussi, même si ça s'appelle littératie universitaire, vous allez voir que chacun met quand même des éléments de l'avant qui lui sont propres. Et donc ici, ce qui m'a frappé, c'est qu'on met d'abord de l'avant maîtriser la grammaire du texte. Vous voyez, nous, on a mis de l'avant le genre textuel. Ici, ce qui est mis de l'avant, c'est la grammaire de texte. Donc à nouveau, on voit bien ce balancement hein, entre ces visions de ce qui doit être travaillé, même si après on parle de genre aussi. Et d'abord, on met grammaire de texte, syntaxe, et après, étude approfondie des genres. Moi, j'aurais tendance à inverser la démarche et dire, c'est quand on étudie des genres spécifiques, on peut voir comment, dans ce genre particulier, il y a des éléments d'ordre syntaxique, d'ordre grammaticaux qui sont particuliers et qui méritent d'être. Et donc, si je réfléchis à ces descriptifs pour ces cours inscrits dans les programmes qui prétendent aujourd'hui préparer les étudiants à développer leurs compétences en littératie, dans la vision qui est la nôtre, pour nous, eh bien, c'est important de travailler sur différentes dimensions à la fois. Non seulement les genres, j'en ai parlé, mais aussi les stratégies de lecture, d'écriture, avec une prise en compte aussi que ces stratégies, elles peuvent être transférables parfois d'une langue à l'autre. Et là, je reviens à votre réalité d'un laboratoire de littératie académique qui travaille à la fois en anglais, en français, en portugais. C'est une dimension sur laquelle on essaie de travailler aussi dans le cadre de développement de travaux sur les contextes plurilingues. Hein. Comment favoriser le transfert de stratégies de lecture et d'écriture entre les langues. Et puis, j'ai souligné combien aussi, de notre point de vue, quand on travaille sur la question de la littératie académique, il faut aussi travailler la question du rapport à, donc dans ces différentes dimensions, mais ça, on en peut-être une autre fois. Et enfin, pas seulement travailler aussi les genres, les stratégies, le rapport à la représentation, mais pourquoi pas aussi réfléchir aux fonctions de l'écriture. On a vu à partir du moment où il y a différentes situations d'écriture, eh bien, il y a différentes fonctions. Et là, je me suis amusé, hein, comme ça, de manière un peu abrupte, là, à lister une série de fonctions. À quoi ça sert d'écrire à l'université? Ça peut servir parfois de concentration. Je m'arrête, j'écris pour faire le point, je suis occupé de réfléchir sur quelque chose. Ça peut servir à garder des traces quand je prends des notes, ça peut servir d'archivage, de mémorisation, ça peut servir à structurer, à mettre en relation, à explorer, faire émerger de nouvelles idées. Ça peut servir aussi à communiquer de l'information à d'autres. Ça peut servir alors aussi de démonstration. Quand j'écris pour être évalué, je dois démontrer que je sais quelque chose. Et donc, du coup, là, l'argumentation intervient. Et donc, vous voyez bien qu'à travers toutes ces différentes fonctions, on est bien loin du seul style argumentatif scientifique qui était évoqué dans les documents que j'ai commentés tout à l'heure. Alors, des défis importants à relever. Je termine avec ça. 4 minutes, c'est bon? Voilà. Défis importants à relever. Défi essentiel, puis je n'ai pas de recette miracle pour ça. Hein. J'ai dit élargir le cercle, sensibiliser et former l'ensemble des professeurs universitaires. Là, je rêve du jour où, dans mon université, où il y a un service de pédagogie universitaire qui offre de la formation aux nouveaux professeurs d'université sur comment préparer un cours, comment concevoir l'évaluation des apprentissages, etc. Je rêve qu'il y ait aussi une formation sur comment soutenir le développement des compétences de littératie et qu'il y ait une réflexion parce qu'on s'est rendu compte, hein, et puis là je l'introduis à travers cette citation à nouveau d'Yvreter, hein, qui dit « Le terme littératie universitaire instaure une prise de conscience qui amène une analyse critique des fonctionnements universitaires classiques. » Si on veut vraiment prendre en compte la question de la littératie, c'est sûr que ça bouscule un peu nos collègues parce qu'on leur dit « Tiens, il faut que tu réfléchisses à ce que tu demandes comme lecture, à ce que tu fais produire comme texte à tes étudiants et comment tu les aides à produire ces textes-là, parce que derrière ça, il y a vraiment un impensé. Hein. On a vu ça, on a questionné des collègues dans le cadre d'une autre recherche, là aussi avec Déborah et aussi avec Eliane, hein, lorsqu'on questionne des collègues qui enseignent différentes disciplines,
donc des gens qui enseignent la sociologie, qui enseignent la biologie ou des choses comme ça, on s'aperçoit qu'ils demandent des travaux écrits aux étudiants, mais chacun a sa représentation de ce que c'est le travail qui doit être fait sans expliquer aux étudiants. Vous allez faire un travail, vous allez me remettre un travail écrit. Parfois, un professeur va dire, vous allez me remettre une synthèse, mais pour ce professeur-là, ce que c'est que la synthèse ne correspond pas à la vision que son collègue a de ce que devrait être une synthèse, etc. Et vous avez sans doute, en tant qu'étudiant, été confronté à ces réalités-là. Vous avez eu des consignes de professeurs où vous vous êtes demandé qu'est-ce que je dois faire exactement, qu'est-ce qui est vraiment attendu. Et souvent, les professeurs prennent pour acquis que les étudiants disposent des capacités nécessaires pour produire le genre attendu. Et si on n'a pas expliqué ce genre, si on n'a pas modélisé, si on n'a pas montré des exemples, c'est un problème. Et puis, évidemment, comment arriver à ce que chacun prenne en compte le fait qu'il a aussi une responsabilité et pas seulement les professeurs spécialistes de la langue. Dernier défi sur lequel je passe très rapidement. Tout à l'heure, j'ai signalé que Marianne Pavot indiquait que la littératie universitaire, elle était aussi en changement, parce qu'il y a un monde universitaire qui bouge aussi en fonction de différents paramètres. Un des paramètres qui vient faire bouger les choses, c'est l'évolution des technologies, l'ère numérique. Et je pense que là aussi, moi je dirais que c'est vraiment le deuxième élément. Tout à l'heure, j'ai souligné qu'il me semble que ces dernières années, dans la réflexion sur la littératie académique, on a quelque chose de nouveau à intégrer qui a été la littératie professionnelle, des genres professionnels qu'on intègre dans la littératie académique. Et il y a par ailleurs aussi, je crois, de nouveaux genres universitaires qui sont en construction dans l'ère numérique. Et je vous donne simplement cet exemple-là. Voilà, j'ai vu des travaux qui commencent à être faits sur Twitter pour faire de la recherche, la communiquer et contribuer à la diffusion des connaissances. Et une université en Angleterre a conçu, la London School of Economics a conçu un guide pour ses professeurs sur comment utiliser Twitter pour faire de la recherche, pour enseigner et pour transférer ses connaissances. Voilà un extrait de ce guide. Donc on s'aperçoit que Twitter, c'est en soi un genre, un nouveau genre d'écrit. Alors est-ce qu'on va maintenant dire, tiens, dans la littératie académique, on va aussi progressivement avoir à réfléchir sur ces nouveaux genres d'écrits. Ça, c'est un exemple pour l'écrit, mais j'ai un autre exemple pour l'oral. Il y a de plus en plus aussi des concours, des programmes qui encouragent à diffuser la science à travers des capsules vidéo, des blogs. Donc, on a là toute une série de nouveaux genres universitaires. Ça, c'est un concours lancé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada pour les étudiants de doctorat, concours de vidéosciences, présentez vos résultats de recherche dans une vidéo, etc. Donc, on a là, Aline a travaillé sur les genres vidéo, etc. Là, bon. Mais on voit qu'à l'université aussi, maintenant, de plus en plus, on a comme cette apparition de nouveaux genres académiques sur lesquels on aura sans doute à réfléchir. Donc, en conclusion, pour soutenir pleinement la réussite des études universitaires, il me paraît donc indispensable, de mon point de vue, que les institutions réfléchissent à la place réservée à la littératie dans les cursus. Donc, très bien de soutenir un laboratoire comme le vôtre, de faire des activités de soutien, de faire des activités extracurriculaires, mais il faut franchir le pas de plus. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire quand on repense des programmes pour intégrer à l'intérieur même des programmes ces dimensions-là. En même temps, il faut sans doute maintenir et développer encore des services complémentaires comme le vôtre, et puis comment former les nouveaux professeurs à ces dimensions-là. Et puis, pour simplement nous donner l'occasion de continuer à travailler ensemble, Eliane et d'autres collègues, il faut certainement aussi que les recherches se poursuivent dans ce domaine-là, d'une part pour documenter les effets des initiatives qui sont mises en place, parce qu'à un moment donné, on doit aussi démontrer que ça sert à quelque chose. À quoi sert le laboratoire de littératie académique? Comment on peut démontrer à l'institution que c'est utile? Quel est l'impact
qu'il y a des nouveaux cours qui sont installés dans ces programmes, quel est l'impact de ces nouveaux cours sur le développement des compétences des étudiants. Donc, il faudrait documenter ça pour venir appuyer aussi les développements. Et puis, il y a encore plein de choses à explorer ensemble dans l'idée de mieux saisir les enjeux des évolutions apportées par l'ère numérique et de commencer à s'approprier aussi ces nouveaux genres qui sont en développement. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage, mais vous aurez accès au diaporama si vous le souhaitez. Hein. Oui, je vais le transformer en PDF et envoyer avec la vidéo. Donc, pour tout le monde. Bon, merci beaucoup, Olivier. C'était, je pense... alors, dire que c'était enrichissant, c'est un lieu commun. Mais je pense que tu as vraiment pu apporter des lumières à certaines questions qui sont importantes dans les contextes de la littératie académique, ne serait-ce que par l'usage même du terme littératie donc, académique, universitaire, scientifique. Voilà. Et voilà, tout ce qu'on peut penser comme conséquence de ça à l'intérieur du contexte universitaire. Il y a Lucia qui a déjà écrit quelque chose là-dessus. On va ouvrir à des questions, mais je voudrais tout d'abord expliquer quelque chose. Je dis que j'en parlerai. Et donc, Olivier, pour qu'un cours offert chez nous, dans un contexte extra-universitaire, soit accepté comme un cours, comme des crédits vraiment pour l'université, c'est pas possible pour l'instant, à moins que beaucoup de choses administratives et des lois changent à l'USP. Pourquoi? À cause du statut du professeur. Donc, qui est professeur à l'Université de São Paulo? Et donc, seulement ceux qui ont passé un concours peuvent être professeurs. Comme ces cours-là, ils sont offerts par d'autres enseignants, on va dire comme ça. Pour moi, ce sont des professeurs, mais bon, pour d'autres enseignants, c'est pas possible. Et il faut que j'entends bien. Voilà, beaucoup de choses changent. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de modifications dans notre structure de l'offre des cours extra-universitaires. Ce n'était pas nous qui avons voulu, mais c'était vraiment les lois. Je ne dis même pas les règles, c'est les lois. Parce qu'il y a eu vraiment les procureurs de l'OSPI qui ont vraiment essayé de voir les choses et tout. Donc, voilà, c'est juste pour te répondre. Mais on a sans doute un contexte institutionnel chez nous un peu différent aussi, avec le statut de chargé de cours là, qui est accepté un peu différent. On n'a pas ça, donc les choses sont vraiment très différentes. Mais bon, espérons que dans les futurs, il y aura une évolution là-dessus. Mais voilà, je ne vais pas continuer d'en parler parce que je voudrais vraiment... je me permets simplement de signaler que je crois que à travers le travail que tu as initié aussi, le fait d'intégrer, par exemple, des collègues comme Adriana, qui travaillent en traduction sur ces questions-là. À un moment donné, on peut se dire aussi, mais tiens, Adriana, si à un moment donné, il y a une réflexion de dire, on repense notre programme de formation à la traduction, tu vois. L'étape de plus, ce serait de dire, à l'intérieur du programme de formation en traduction, dans le cursus même, il y a quelque chose qui prend en compte, tu vois, cet aspect-là. C'est ça qui correspondrait alors un peu à cette étape de plus, si tu veux. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est tout à fait possible parce qu'elle est prof, elle a les mêmes statuts que moi. Voilà. Donc ça c'est tout à fait possible. Les profs qui ont le même statut, ça va. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, j'aimerais vraiment ouvrir à des questions, des commentaires, etc. Parce que je pense que c'était tellement riche que vous aurez certainement plein de choses à demander, ajouter, commenter. Voilà, c'est parti. Vous pouvez soit lever la main, soit juste prendre la parole parce qu'il n'y a pas la foule. Hein.
Bon, en attendant que les gens posent des questions, Olivier, je vais te poser une question parce que, bon, je connais un peu ce que tu as présenté et ce dont nous avons discuté. Parce que quand on a commencé les projets, on s'est déjà posé cette question sur le terme littératie et comment il commençait à être utilisé dans d'autres domaines. Et bon, là, tu en as parlé un peu dans ta conférence. Bon, mais j'ai vu récemment, la dernière année, dans des contextes vraiment inimaginables, en portugais, letramento, je ne sais pas, on peut mettre comptable. Oui, Enfin, financière, ce qu'on appelle chez nous littératie financière. Oui. Voilà. Donc, juste pour, est-ce que tu peux dire un mot? J'ai déjà un peu réfléchi sur cette question-là et effectivement, il y a ces dernières années une inflation de domaines qui s'approprient, je dirais, le terme de littératie. Hein. Donc, on a littératie maintenant, un des plus à la mode, c'est littératie financière. Donc, ce que tu dirais chez vous, les tramento comptables, peut-être ça doit correspondre à ça. Hein. Et donc, il y a même des programmes aujourd'hui encouragés par le gouvernement et tout ça, de former les jeunes à la gestion de leur budget. Et c'est ça qu'on met sous l'intitulé littératie financière. Bon. Mais il y a aussi littératie physique. Et ça, c'est un peu particulier parce que littératie physique, c'est apprendre à faire de l'exercice, à prendre soin de ça pour sa santé. Il y a la littératie médicale, il y a la littératie, j'ai dit, informationnelle, etc. Il y a maintenant, dans tous les domaines, on associe le terme littératie. Moi, je trouve ça intéressant si c'est une façon de souligner que dans tout cela, il y a possiblement un lien avec la lecture et l'écriture. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je veux gérer mon budget, je dois le faire en ligne sur un site internet où je dois apprendre à naviguer, où je dois lire des choses, où je dois savoir entrer des informations. Donc, oui, la lecture et l'écriture sont indispensables aujourd'hui et peut-être plus que jamais si je veux gérer mon budget. Avant, j'allais au guichet de la banque et je discutais oralement avec un fonctionnaire. Maintenant, je fais ça en ligne. Même chose, la littératie en santé, qui sait dire, ben oui, aujourd'hui, je dois prendre connaissance d'informations médicales sur comment prendre le médicament ou bien trouver mon diagnostic, etc. Alors, mais il faut être conscient, donc, du coup, que derrière tout ça, si on utilise le terme littératie, il faut alors que dans ces programmes, on travaille la question de lecture et d'écriture de ces genres, de ces situations de lecture et d'écriture spécifiques. Si c'est simplement dire on va faire de la littératie financière, mais que la littératie financière, c'est apprendre à gérer son budget, point, moi je dis on passe à côté de quelque chose. Donc je dis il faut montrer que faire de la littératie financière, c'est donc aussi décoder les types de textes qu'on doit lire quand on a de l'information, des consignes de sa banque, etc. Vous voyez ce que je veux amener. Oui. Mais très souvent, ce volet-là, quand on l'associe à autre chose, ce volet-là vraiment de littératie associée à lecture et d'écriture, il est mis de côté. C'est ça, je pense qu'il y a une confusion entre, je vais dire plusieurs termes, bon, je ne vais pas sans a priori théorique, mais bon, on pourrait dire tâche, action, activité, oui, bon, oui. Il y a tout ce qui est au niveau concret qui n'est pas vraiment sémiotisé par le langage. Et voilà, et donc on met littératie comme si la littératie pourrait, mais on pourrait trouver un autre terme. Je sais pas Moi, j'ai toujours dit, tu sais, il y a un concept qui a été beaucoup utilisé en France aussi à une époque aussi, c'était les éducations A. Et donc, l'éducation aux finances, l'éducation à la santé, l'éducation tu vois, au numérique, etc. Ça me paraîtrait plus juste que de dire, bon, par contre, si je dis littératie numérique, alors à nouveau, si je travaille la littératie numérique,
c'est pas seulement travailler la programmation ou les trucs, c'est aussi de dire en quoi l'ère numérique vient transformer nos façons de lire, d'écrire, etc. Et il faut que les langagiers soient impliqués quand on a le terme littératie. On ne peut pas juste prendre pour acquis que c'est juste la culture disciplinaire, non. Il faut qu'il y ait... Et alors, ce que moi je pense, auquel, en tout cas, un élément auquel nous devons être attentifs dans nos domaines, c'est ce que j'ai essayé de montrer là en reprenant les descriptifs de cours. Hein. Maintenant, il y a aussi parfois, entre guillemets, de la fausse représentation. On va mettre comme type de cours, on va mettre le titre littératie, mais dans le descriptif, on va mettre littératie parce qu'on dit c'est le terme à la mode, il faut... Mais si dans le descriptif, c'est surtout grammaire de texte, vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Ça passe, c'est bon parce que le titre est littératie. Voilà, tu vois. Et donc là, on doit être attentif aussi. Les gens vont dire, on travaille, c'est à la mode, on fait ça, on va offrir un cours de littératie. Mais si c'est simplement une nouvelle étiquette pour travailler les choses qu'on travaillait déjà et renforcer encore cette vision que développer des compétences en langue, c'est d'abord et avant tout travailler la norme, le code, etc., on n'aura pas gagné grand-chose. Et je remarque ça dans certaines institutions universitaires, ici au Québec, on met un peu littératie comme étiquette de façade. Mais c'est mon regard critique peut-être là-dessus. Non, mais je pense qu'il faut voir les choses comme ça. C'est un petit peu... vendredi dernier, j'étais ici, où je suis là à Genève, dans une journée sur la discussion à propos du terme d'inclusion en éducation. Oui, c'est un petit peu ça. Autre terme là maintenant. Littératie, inclusion, etc. Tout ça, ça devient une norme sans que les vrais concepts apparaissent. Tout à fait. Donc, il y a un mois, j'étais à l'université nationale d'Uruguay. Là, on m'a demandé de faire une conférence sur l'inclusion dans l'apprentissage des langues, parce que c'est le terme aujourd'hui. Et j'ai un peu réfléchi là-dessus, du coup aussi. J'ai essayé de réfléchir avec eux là-dessus en montrant qu'est-ce que ça veut dire vraiment penser un cours de langue dans une perspective inclusive. En soi, c'est intéressant de le penser comme ça, mais il faut... faire la part des choses, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Bien sûr qu'il a des apports, bien sûr que c'est intéressant, mais bon, ça ne peut pas devenir un terme valise qui regroupe tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a commencé une discussion à partir, parce que je voulais vous donner le temps de penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser? Il y a des gens ici du laboratoire. Donc, il y a Pauline, il y a Marco, il y a Jassie qui est arrivée après parce que certainement elle était occupée. Est-ce que vous avez des questions donc, à poser ou des choses à commenter? Moi, je pourrais ajouter un élément quand même peut-être, c'est que, outre le fait que tu dises, oui, il y a des personnes là qui interviennent dans les activités du laboratoire, il reste que, à ma connaissance, la plupart des personnes sont soit étudiantes ou professeurs, enseignants. Et donc, je vous invite aussi à réfléchir dans votre propre expérience d'étudiant ou de professeur, comment ces éléments-là sont pris en compte, comment vous travaillez ça. Et puis, en tant qu'étudiant, je vous encourage aussi à interpeller vos enseignants sur ces éléments-là. Quand je dis, tiens, il y a un impensé souvent de la part des enseignants. Les enseignants universitaires demandent des activités de lecture, d'écriture, mais ils ne pensent pas qu'il y a un vrai apprentissage à faire autour de ça. Donc, c'est aussi le rôle des étudiants d'interpeller les professeurs, à dire, bien, quelles sont les consignes que vous donnez pour les... Pouvez-vous nous fournir des exemples du type de travail que vous demandez? Première fois, le professeur va dire, mais non, un exemple, mais ça va être trop facile pour vous si je donne un exemple. Mais non, mais c'est quoi la fonction d'un exemple pour ça? Est-ce que vous avez un format attendu? Est-ce que vous avez des éléments que vous souhaitez qu'on traite? Comment on doit... Alors,
les étudiants, de mon point de vue, ils ont aussi un rôle à jouer pour contribuer à en ce niveau-là. gardant l'esprit critique, enfin, et en voulant Voilà. mieux connaître les choses. Mais ils ont aussi un rôle à jouer pour un peu contribuer à la formation de leurs enseignants là-dessus. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et je ne l'ai pas dit, je n'ai pas vu, mais Roberta aussi, du laboratoire. Voilà. Oui, moi, je pense que j'ai un commentaire à faire. Et bon, ces derniers temps, il y a beaucoup d'étudiants qui font lettres français et qui cherchent le laboratoire pour parler d'une anthologie qu'ils doivent écrire, donc une anthologie littéraire. Et ils sont au 2e semestre du cours de français et ils ne savent pas vraiment écrire en français des choses très abstraites, ni rien du tout. Et les cours sont donnés en portugais, les concepts sont donnés en portugais, sont dits en portugais. Et quand ils doivent écrire une introduction en français, ils ne savent pas comment le faire. Donc, en vous écoutant, je pensais que peut-être une chose qui serait intéressante serait que le prof, en même temps qu'il donne le cours de littérature, qu'il fasse je sais pas, qu'il prenne 2-3 cours peut-être pour justement montrer comment on écrit une introduction en français. Et une chose peut-être basique, mais à laquelle il n'a pas pensé, c'est de présenter les concepts en français. Parce que les étudiants arrivent et ils ne savent pas, même sincèrement, moi, je ne sais pas, il y a des concepts clés, des mots-clés pour la littérature en français, de la littérature en français que moi, je ne sais pas. Donc, en portugais, on a o eu lírico, qui est très important pour les poèmes. En français, je pense que c'est je lyrique ou moi lyrique, mais je ne suis pas sûre. Parce que quand moi, j'ai fait ce cours-là, le prof ne nous a pas dit ça. Donc, vraiment, je pense que c'est essentiel de faire des travaux, comment je pourrais dire, d'associer la littérature et la langue, de profiter qu'à l'université de São Paulo, on a des cours de langue, mais aussi de littérature, pour que le cours de littérature soit aussi un moment pour que l'élève apprenne la langue. Et voilà, donc je pensais à ça déjà il y a un certain temps, 2 semaines, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent je ne sais pas écrire en français, je ne sais pas les concepts. Et voilà, il n'y a pas un... Je pense que, Pauline, tu as tout à fait une réflexion qui s'inscrit bien dans la perspective de ce qu'on amène comme élément de réflexion. Puis moi, je pourrais dire que si on voulait aller encore un peu plus loin, on pourrait penser que dans le cours même, le professeur de littérature non seulement fait lire des textes littéraires en français, mais s'il demande de produire une anthologie et d'écrire un avant-propos, une introduction à son anthologie, il devrait aussi faire lire quelques extraits d'avant-propos d'anthologie, parce que c'est en soi un genre. Je vous montre, moi j'ai fait une anthologie de textes d'auteurs autochtones, et dans l'anthologie, on a un avant-propos en 2 pages. Alors, ce serait intéressant que le professeur qui demande à ses étudiants de faire une anthologie et d'écrire un avant-propos, eh ben, ils prennent le temps aussi dans son cours de dire, tiens, si on regardait ensemble 3 avant-propos d'anthologie, parce que c'est un genre en soi, l'avant-propos d'une anthologie, qui a ses caractéristiques linguistiques, pragmatiques, textuelles, etc. Donc, voilà. Ça, ce serait à nouveau l'idéal, tu vois, si on voulait avancer dans cette idée un peu de dire, en tant que professeur de littérature, si je demande de produire une anthologie et que je demande que de cette anthologie ait une introduction, je dois me préoccuper de dire comment j'ai préparé mes étudiants à produire cette introduction. Oui, et en plus, ils ne savent pas, comme vous avez dit, l'anthologie, c'est un genre. Et ils doivent écrire donc une introduction, ils doivent choisir des poèmes, Voilà. faire une sélection et faire une analyse des poèmes. Donc, les étudiants arrivent au laboratoire et ils disent, mais je ne sais pas
je ne sais pas comment je dois écrire ni l'introduction, ni les commentaires. Voilà. Parce qu'il y a l'analyse, aucun... c'est un autre genre. Voilà. Voilà. Donc, et à nouveau, ben ça, normalement, on se dit, si en tant que professeur de littérature, je demande une analyse, je devrais être capable d'avoir formalisé ce que j'entends par analyse. Quand je demande une analyse, ça suppose qu'il y ait tel et tel élément qui sont traités, que ça soit présenté de telle manière. Ce serait ça, accompagner vraiment l'appropriation du genre, dans ce cas-ci académique, et l'analyse littéraire pour des étudiants en formation en lettres. Mais... Oui. Ouais. Et là, on revient au début du laboratoire. À l'université, on doit produire des textes qui nous ont jamais été enseignés. Comment on va le faire? Voilà. Exactement. On ne va pas le faire. C'est ça. Ouais. Merci pour ton intervention qui situe bien les enjeux là aussi. Et en même temps, moi, je dois dire que je rêve à nouveau, mais je rêve qu'un jour, je peux, comme je le disais, un nouveau professeur qui est engagé en littérature, si l'université lui demande aussi de suivre des modules de formation en pédagogie universitaire, il faudrait que dans cette formation, on dise qu'est-ce que tu vas demander comme travaux à tes étudiants. Et si tu demandes un travail d'écriture, comment tu vas les préparer à réaliser le travail d'écriture que tu attends. Si ça était présent dans la formation des collègues professeurs. Très formidable, Olivier. Ça, c'est les buts là, du livre, n'est-ce pas? Le oui. Livre auquel oui, on avait fait un peu. Et nous avons, pour les étudiants au master et au doctorat un cours. C'est un cours très court, donc ça ne résout pas tous les problèmes. Mais l'idée, c'est de sensibiliser les étudiants qui sont en master et en doctorat à cette nécessité de penser à ce qu'on va demander aux étudiants de produire, comment, pourquoi, etc. Moi, j'assure, parmi les quatre cours, j'assure 2 cours et j'essaie vraiment de... Mais bon, c'est pour des étudiants de master et de doctorat. Après, ils vont être engagés ailleurs, ou chez nous ou ailleurs, donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais vraiment, c'est important de réfléchir à cette question. Voilà, oui. Le but de ton intervention, penser à la littératie dans les contextes universitaires. Oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à demander ou à commenter. Peut-être juste donc remercier donc Olivier vraiment de ta contribution. J'ai lu plein de choses. Tout le monde sur le chat là, tout le monde te remercie vraiment de l'excellente conférence. Ce qu'on va essayer de faire, on va mettre en ligne donc la conférence et je vais transformer en PDF ton PowerPoint. Le PowerPoint, on va l'envoyer vraiment aux gens qui étaient présents parce que pas besoin d'envoyer à d'autres personnes. Est-ce que tout le monde a signé la liste de présence? J'espère. Sinon, Marco peut encore copier là sur le chat, mais je pense que c'est bon, c'est parti. Et voilà. Donc, merci pour vos beaux mots. Et puis, on verra aussi ensemble, Eliane, si ça vaut la peine peut-être d'en garder à un moment donné une trace aussi écrite sous une autre forme, là, peut-être dans ce qu'on est finalisé aussi, tu vois. Voilà. Ça, bon, on verra. Ce serait super parce que je pense que ça intéresse tout ce qui a été discuté, intéresse vraiment, non? Il y a Lucia qui est tout à fait d'accord. Je vous remercie déjà. Avec plaisir. Donc, je pense qu'on peut penser vraiment à garder une trace écrite qui puisse servir. Donc, comme on a déjà la vidéo, ça peut... Et le PowerPoint que tu as proposé, ça peut faciliter à ce niveau-là. Voilà. Très bien. Donc, je vous souhaite bonne soirée à tous et à toutes qui sont au Canada, au Brésil. Ici, c'est presque bonne nuit, n'est-ce pas, Jocelyne? Parce que c'est vraiment très tard pour nous.
Mais c'était vraiment... Oui, c'est ça. Alors, merci pour vos mots et puis au grand plaisir de vous retrouver un de ces jours par écran ou sur place ou à Sherbrooke. Sur place, Olivier, on va organiser quelque chose l'année prochaine. Donc, on va s'organiser pour que quelque chose ait lieu en présentiel l'année prochaine. Voilà. Ouais. Donc, au revoir. Bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Olivier, merci Eliane. Au revoir, merci beaucoup.